Bonjour, donc suite de la deuxième partie des statistiques descriptives, puisque ça ne tenait pas dans une seule vidéo de 30 minutes, donc nous allons reprendre avec ce grand 3. Là, il y a un petit bug, c'est un grand 3. On a déjà vu, on s'est déjà rappelé le vocabulaire et les indicateurs de position dans la vidéo précédente. Donc, grand 3. Quartile et écart interquartile, là, ce sont des nouveautés, ainsi que les indicateurs de dispersion. Donc, on va étudier comment sont dispersés, comment sont réparties les valeurs statistiques. Définition, on va se prendre déjà, pour commencer, une série statistique dont les valeurs sont rangées dans l'ordre croissant. Donc ça devrait vous rappeler ce qu'on a vu sur la médiane. Et on va faire plusieurs liens avec la médiane. Premier astérix, on va parler de la définition du premier quartile, en général noté Q1. Ça va être la plus petite valeur de la série, telle que au moins 25% des valeurs sont inférieures ou égales à Q1. Il y a beaucoup d'informations dans cette phrase, on va voir tout à l'heure un exemple simple pour mieux comprendre. Mais moi je remarque qu'il y a au moins et qu'il y a inférieur ou égal. Et ça, c'est du vocabulaire qu'on a déjà utilisé dans la médiane. Donc ça va aider un peu si vous maîtrisez déjà bien la médiane. En effet, médiane et quartile, il y a un petit lien. Et puis, deuxième définition, le troisième quartile, qui sera noté Q3, ce sera toujours la plus petite valeur. Là, il faut bien comparer ce qui est similaire et différent. Toujours de la série, telle que cette fois-ci, au moins 75% des valeurs sont inférieures ou égales à Q3. Donc là, c'est pareil. La seule chose qui change, c'est le nom, premier et troisième, 25, 75. Alors là, il y en a peut-être qui se disent « Ah, mais moi, ça me fait penser, à ce moment-là, à il nous manque un Q2 qui serait le deuxième quartile. En fait, il n'existe pas vraiment ce deuxième quartile. On pourrait penser que c'est un peu la médiane, le deuxième quartile, que c'est au milieu, que ce serait 50%, donc la moitié. Mais on ne parle que de premier quartile et de troisième quartile. Donc deux définitions à savoir parfaitement, et on va voir tout de suite des applications. Alors prenons une liste de valeurs ordonnées. Là, c'est par exemple des pointures de chaussures, donc je les ai déjà mis dans l'ordre pour vous, pour gagner un peu de temps. L'effectif total est de 11 pointures. Donc souvenez-vous, pour le premier quartile, il nous faut 25%, il nous faut au moins 25% des 11 pointures. Donc 25% de 11. Ça fait 2,75. Mais 2,75 n'est pas un nombre entier. Donc on va prendre la valeur approchée entière par excès. Ça, c'est obligatoirement par excès. Donc ça veut dire un petit peu plus. C'est pour ça qu'on dit au moins 25%, parce que c'est approximatif. Hein. Les statistiques, ce n'est pas toujours très précis, c'est globalement. Donc non entier, on prend la valeur approchée entière par excès. Qu'est-ce qui est un tout petit peu plus grand que 2,75 et qui est entier? C'est la valeur 3. Donc on dira environ la troisième valeur de la série ordonnée. Et si on prend la troisième valeur de la série ordonnée, 1, 2, 3, et bien donc Q1 égale 38. Petite interprétation à ce moment-là. On dira que au moins, attention de ne pas oublier le au moins, 25%, puisque c'est le premier quartile des pointures, sont inférieurs ou égales à 38. Ensuite, on va calculer en exemple le troisième quartile, donc Q3, c'est plus 25%, mais souvenez-vous, c'est 75% des 11 valeurs, des 11 pointures. Donc si on calcule 75% de 11, on trouve 8,25. Encore une fois, ce n'est pas un nombre entier, donc on prend la valeur approchée entière par excès. Un tout petit peu plus grand que 8,25 et qui est entier, c'est 9. Donc la neuvième valeur de la série ordonnée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc Q3 égale 43.
Et l'interprétation, ce serait un peu le même style. Au moins 75% des pointures sont inférieures ou égales à 43. Donc voilà le principe. Après, bien sûr, il faut s'entraîner, il faut pratiquer. Ce n'est pas plus difficile que ça, les quartiles. Les interprétations, c'est à savoir utiliser. Vous en aurez forcément en évaluation. C'est ça qui donne du sens au calcul. Si on fait juste le calcul, c'est un bon début, mais il y a mieux. Remarque. Pour un grand nombre de données relevées, il faut utiliser les effectifs cumulés croissants. Donc ça, c'est un peu comme pour la médiane. Définition, l'écart interquartile, donc deuxième nouveauté, c'est la différence toujours de Q3 moins Q1, dans cet ordre-là, obligatoirement. Remarque, plus l'écart interquartile est grand, plus les valeurs sont dispersées autour de la médiane. Souvenez-vous, la médiane, on avait dit que c'était un peu comme si ça avait été un deuxième quartile, même si ça ne l'est pas. Donc, il y en aura, sera dispersé autour de la valeur médiane. Un trait rouge à côté de la définition. Et enfin, on va finir avec l'écart type. Ah, il y a déjà des pointillés rouges qui sont apparus, c'est un peu rapide. C'est pour indiquer, pour vous rassurer en fait que ça ne va pas être à savoir par cœur, mais à savoir utiliser. Ce que vous allez voir, c'est une définition qui peut sembler un peu compliquée. Alors, l'écart type d'une série de valeurs qu'on a relevées, x1, x2, xp, comme dans une des diapositives de la première vidéo, et d'effectifs respectifs n1, n2, np, ça veut dire que la valeur x1, on l'a n une fois, x2, on a cette valeur-là, par exemple, si on prend encore des notes, parce que c'est ce qui vous parle le plus, si vous avez la note 7 3 fois, si vous avez la note 11 5 fois, voilà, c'est à ça que ça correspond. Et bien à ce moment-là, l'écart type, et c'est là où je vous ai dit que ça allait être une formule que vous alliez vous dire, oulala, quelle formule. Donc normalement, elle n'est pas à savoir par cœur. Ça, c'est une lettre grecque, c'est la lettre sigma. Ça va être égal à la racine carrée de ce quotient-là. Donc vous voyez, ce n'est pas à mémoriser. Donc ça, je vous rappelle que c'est la moyenne. x1, c'est cette valeur-ci pour cet effectif-là. x2, c'est la valeur-ci pour cet effectif-là, etc. Donc là aussi, il faut pratiquer en exercice. Alors, quelques remarques, quand même, pour comprendre à quoi ça sert. L'écart type est la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Bon, ça c'est du vocabulaire, ne vous embêtez pas à mémoriser ça par cœur. Et si vous trouvez cette phrase à un endroit, dites-vous, ah finalement, ceci, ça veut dire que c'est l'écart type qu'on nous demande de calculer avec sigma. Ensuite, plus intéressant, plus l'écart type est grand, plus les valeurs sont dispersées. C'est pour ça qu'on parlait de dispersion dans le grand 3. Plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne. Tout à l'heure, on était dispersé autour de la médiane. Cette fois-ci, on est dispersé autour de la moyenne. Ensuite, quand deux séries statistiques ont la même moyenne, celle qui a le plus petit écart type a ces données plus homogènes, plus groupées autour de la moyenne. En fait, c'est une remarque qui reprend un peu celle qui était juste à la diapositive d'avant. L'écart type se calcule en général avec la calculatrice, c'est là où vous allez être content, vous n'allez pas avoir à utiliser forcément cette formule un peu compliquée, ou l'informatique. Prenons un exemple. On a deux groupes de sapins, S1 et S2, qui ont une taille moyenne qui est identique de 1,53 m. L'arboriculteur, le producteur de sapins, a calculé l'écart type. Pour son premier groupe de sapins, il trouve sigma 0,39 m. Et pour le deuxième, sigma égale 0,67 m. Donc il y a deux écarts types différents. D'ailleurs, là, ça aurait été judicieux que je mette sigma 1, sigma 2.
Eh bien, à ce moment-là, on peut en conclure que le groupe de sapins S1 a une répartition des tailles plus homogènes, sont plus regroupés autour de la moyenne, puisque l'écart type ici est inférieur à celui-ci, donc c'est plus regroupé autour des 1,53 m, alors que là, ça doit être moins regroupé forcément autour de 1,53 m. Alors on va résumer tous ces indicateurs de position et de dispersion, on va même en rappeler un autre qui a été vu en troisième. Donc déjà, on a aux extrémités, eh bien, la plus petite donnée et la plus grande des données, que ce soit des notes, des tailles de sapin, je ne sais pas, des largeurs de table ou d'objets. Ensuite, un peu au milieu, on pourrait dire, au centre, on va pouvoir partager en deux groupes de même effectif. Donc on va y retrouver au moins 50% des données à droite et 50% au moins des données à gauche, donc inférieur et supérieur à la médiane. Ensuite, en lien avec la médiane, on peut tout de suite, si on repartage en deux groupes, ici, on va avoir je laisse se tracer tranquillement. Au moins 25% des données ici, au moins 50% des données ici, puisque c'est, on pourrait dire, 2/4 ou la moitié ici, si on prend ici. Et au moins 25% des données à nouveau ici. Donc, ici on aura Q1, au moins 25% des données qui vont être inférieures ou égales. Et puis, si on prend ici au moins 50 et au moins 25, ça nous fait au total, j'aurais pu mettre une troisième accolade ici, de là à là, on aurait au moins 75% des données, ce qui correspond bien au troisième quartile. Et puis enfin, ah pardon, oui, et là quand même, entre Q3 et Q1, on a l'écart interquartile, j'allais l'oublier, la différence entre Q3 et Q1. Et enfin, si on prend la plus petite donnée et la plus grande, ça c'est un rappel de troisième, on aura ce qu'on appelle l'étendue. Souvenez-vous, l'étendue, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Enfin, c'est apparu un peu vite, il va falloir, oulala, ça apparaît un peu vite, c'est pas grave, utiliser la calculatrice graphique qui va pouvoir vous donner directement le X ici avec la barre qui représente la moyenne. Là, par exemple, on a sigma, on a le minimum, la valeur minimum, on a Q1, et puis en descendant sur l'écran, on aurait aussi Q3, le troisième quartile. Donc vous voyez, la calculatrice graphique, elle va pouvoir faire plein de choses pour vous. Petit rappel à cet effet, sur mon blog, dont l'adresse est ici, vous pouvez trouver le livret des calculatrices graphiques que je mets à disposition, que ce soit pour la Texas Instruments, la Casio ou la Numworks. Vous avez la possibilité de voir comment utiliser la calculatrice graphique dans le cadre des statistiques. Donc bien sûr, maintenant encore une fois, il vous reste à pratiquer, à utiliser, à consolider en mémoire en pratiquant régulièrement et en espaçant dans le temps. Surtout n'attendez pas l'approche de l'évaluation, il faut commencer et pouvoir répéter plusieurs fois pour réactiver en mémoire. Posez des questions à vos camarades, à votre professeur, cherchez dans votre tête, cherchez dans votre livre. Tout ça, c'est ultra bénéfique pour vos apprentissages. Bonne utilisation et à bientôt pour la prochaine vidéo.